Bienvenue sur... Et en fait, le détroit d'Ormuz demeure fermé. Les Israéliens s'en sortent très mal au Liban. Le résultat final, c'est que la situation pousse vers une nouvelle escalade. Le problème, c'est que les cibles militaires ont essentiellement été épuisées. Il n'y a qu'un nombre limité de véritables cibles militaires à l'intérieur de l'Iran, et une fois celles-ci frappées, il reste très peu d'objectifs ayant une valeur stratégique. Cela mène directement à un changement de cap. Viser les infrastructures civiles. Ce qui est envisagé revient en pratique à déchirer le pays par une campagne punitive dirigée principalement contre les civils et non contre des objectifs militaires, parce qu'il n'y a plus de cibles militaires dignes d'importance. Quand une stratégie n'a plus de logique militaire et commence à magasiner dans le rayon civil, le briefing devient généralement plus bruyant pendant que la justification devient plus mince. En même temps, le président a ouvertement laissé entendre son intention d'orienter l'armée américaine vers des actes qui constitueraient des crimes de guerre. Le langage utilisé dans une publication sur Truth Social est frappant. Il laisse entendre que si aucun accord n'est conclu, une civilisation entière pourrait être anéantie, pour ne jamais revenir. La formulation est extrême. Une civilisation entière mourra ce soir, pour ne jamais être ramenée à la vie. Il y a une contradiction intégrée dans le même message d'un côté, invoquer « que Dieu bénisse le grand peuple iranien » et de l'autre, parler d'anéantissement. Cette dualité est profondément révélatrice. C'est un style de communication remarquable. Menacer d'apocalypse, ajouter une bénédiction, puis espérer que le titre parle de leadership fort. Cette rhétorique entre dans ce qu'on ne peut décrire que comme une intention génocidaire. L'idée d'effacer une civilisation entière de la surface de la Terre n'est pas seulement choquante, elle est historiquement associée aux formes les plus extrêmes de violence politique. Cela soulève une question fondamentale sur les freins et contrepoids institutionnels. Où est le Congrès ? Où sont les mécanismes censés contenir une telle rhétorique et une telle action potentielle ? L'absence de condamnation ferme de la part de figures politiques majeures ou des grands médias est en soi remarquable. Les garde-fous, semble-t-il, ont été traités comme des accessoires optionnels très visibles dans la brochure, beaucoup plus difficiles à trouver sur le véhicule réel. L'explication sous-jacente semble être le désespoir. Au début de la guerre, on s'attendait à une victoire rapide et décisive. Cela ne s'est pas produit. Au contraire, le conflit s'est enlisé, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'économie mondiale, pour les États-Unis et pour la présidence elle-même. Face à cette réalité, la réponse est devenue de plus en plus erratique, y compris par un langage qui dépasse les limites du discours politique conventionnel. L'argumentaire de vente promettait une victoire nette. Maintenant, les mêmes gens tentent de rebaptiser l'escalade en « élan ». Cette trajectoire ne doit pas être examinée isolément. Quand on regarde ce qui s'est passé à Gaza, il existe déjà un précédent de mesures extrêmes menées avec l'appui des États-Unis. Si des actions similaires étaient étendues à l'Iran, cela représenterait la continuation de ce schéma. La progression est claire, du mépris des règles d'engagement à la menace ouverte de violences de masse indiscriminées. Une fois que les règles sont tournées en ridicule comme signe de faiblesse, la cruauté commence à être vendue comme de la fermeté. Ce qui ressort encore davantage, c'est l'absence de résistance. Il y a très peu de contestations visibles au Congrès ou dans les grands médias. On s'attendrait à une indignation généralisée et à des tentatives pour freiner une telle escalade. Pourtant, la réaction a été étouffée. Le silence, à Washington, arrive souvent déguisé en sérieux et repart avec les éléments de langage. En même temps, les discussions autour de l'éventuel recours aux armes nucléaires se multiplient. Des arguments circulent en présentant leur utilisation comme un moyen d'éviter plus de pertes dans une guerre terrestre. Des comparaisons historiques, notamment avec la bataille d'Okinawa et la décision prise par Harry Truman en 1945, sont invoquées pour justifier cette logique. L'argument laisse entendre que les armes nucléaires pourraient être vues non pas comme des instruments de destruction, mais comme des outils permettant de mettre fin au conflit plus rapidement, un « acte de paix ». C'est encore le vieux tour, habiller la catastrophe d'un vocabulaire stratégique et espérer que personne ne remarque l'éclat. Ce cadrage n'est pas abstrait. Il est présenté directement comme un choix, soit accepter des pertes catastrophiques dans une guerre conventionnelle, soit utiliser des armes nucléaires pour mettre fin rapidement au conflit. Le simple fait que de tels arguments soient discutés indique un glissement vers la considération d'armes de destruction massive indiscriminées. Quand l'option raisonnable devient la destruction massive, le cadre du débat est déjà tombé de la scène. Malgré cela, la voie la plus immédiate semble rester celle d'une escalade conventionnelle. La stratégie
est déjà en train de monter les échelons de l'escalade en visant des infrastructures, notamment des ponts, des universités et des hôpitaux. Cela indique que l'escalade n'est pas théorique, elle est déjà en cours. Si l'Iran ne se rend pas, on s'attend à ce que cette escalade s'intensifie, à la fois en portée et en vitesse. Cependant, cette approche comporte une limite critique. Punir la population ne mène pas nécessairement à la reddition. Au contraire, cela durcit souvent la résistance. Cela crée une boucle de rétroaction. L'échec à atteindre les objectifs mène à une nouvelle escalade, ce qui augmente ensuite la pression pour escalader encore davantage. Pour toute la fanfaronnade sur la force, c'est souvent à cela que ressemble l'échec quand il s'offre un meilleur slogan. Cette dynamique crée une trajectoire dangereuse. Une escalade continue pourrait éventuellement amener des options nucléaires sur la table, même si cette issue semble encore peu probable. Le problème fondamental, c'est que l'Iran n'a pas lancé d'attaque contre les États-Unis et ne représentait pas non plus une menace directe et significative. Les comparaisons avec des batailles historiques comme Okinawa sont donc profondément boiteuses. L'échelle et le contexte sont complètement différents. Pourtant, la situation est façonnée par le désespoir. La présidence est perçue comme étant en jeu et l'escalade est vue comme une voie possible pour reprendre le contrôle. Que cela soit réaliste est hautement douteux, mais cette croyance en elle-même pousse à agir davantage. À mesure que l'escalade se poursuit, la probabilité si faible soit-elle d'une considération nucléaire augmente, particulièrement du point de vue israélien, où l'Iran est perçu comme une menace existentielle. Quand la survie politique commence à se déguiser en grande stratégie, chaque mauvaise option reçoit soudainement une étiquette patriotique. Sur le plan de la perception mondiale, l'avantage dans la bataille pour les cœurs et les esprits semble revenir à l'Iran. À l'international, les États-Unis sont de plus en plus vus comme imprévisibles et dangereux. La combinaison d'une rhétorique extrême et d'une puissance écrasante renforce cette perception. Même si les États-Unis ont la capacité d'agir sans conséquences immédiates en raison de leur force, les dommages à long terme pour leur réputation sont considérables. La présidence elle-même semble irréparablement compromise, quelle que soit l'issue des événements. Il s'avère que la paix par publication n'était pas l'innovation diplomatique que ses partisans semblaient croire. Le cadre juridique plus large est lui aussi en train d'être sapé. Les conventions de Genève, construites sur des siècles de développement juridique et moral et renforcées après la Seconde Guerre mondiale, étaient précisément destinées à empêcher ce genre d'escalade. Elles ont été signées et ratifiées par les États-Unis et largement adoptées dans le monde. Pourtant, leur efficacité dépend du respect qu'on leur accorde. En l'absence d'une autorité supérieure capable d'imposer le droit international, une superpuissance peut effectivement ignorer ces contraintes. Sur le papier, les règles existent toujours. Dans la pratique, elles sont traitées comme les petits caractères au bas du contrat d'un empire. Ce qui se passe actuellement donne à penser que les structures juridiques conçues pour empêcher le génocide et la violence de masse sont en train de s'éroder. Si une campagne était lancée pour détruire l'Iran en tant que société fonctionnelle, cela démontrerait que ces lois ont très peu de pouvoir concret face à une action unilatérale. L'absence de résistance interne ne fait que renforcer cette trajectoire. En même temps, les déclarations du vice-président Vance indiquent que d'autres outils demeurent disponibles. Étant donné que les options militaires conventionnelles ont déjà été largement utilisées, l'implication pointe vers les capacités nucléaires. Il est possible que les menaces nucléaires soient utilisées comme outil de coercition pour forcer l'Iran à céder, surtout après l'échec de l'escalade conventionnelle à obtenir une reddition. Dans ce style de message, « outil », c'est le mot qu'on emploie quand on veut que la menace ait l'air managériale plutôt que monstrueuse. Sur le plan intérieur, des mécanismes comme le 25 amendement existent en théorie pour répondre aux inquiétudes concernant la prise de décision présidentielle. Cependant, leur application dépend de la volonté politique aux plus hauts échelons, en particulier de celle du vice-président. Rien n'indique qu'une telle démarche soit envisagée, ce qui signifie que l'autorité décisionnelle demeure solidement en place. Le frein d'urgence existe, mais personne à l'avant ne semble vouloir y toucher. Un autre enjeu critique concerne le rôle des militaires. Si des ordres sont donnés en violation manifeste du Uniform Code of Military Justice par exemple, en visant des infrastructures civiles essentielles à la survie, la réaction du commandement militaire devient une question ouverte. Il est possible que des commandants résistent ou refusent, mais cette issue demeure incertaine. Beaucoup dépendra du degré de clarté des objectifs et de l'ampleur de l'escalade. Au-delà du conflit immédiat, les conséquences stratégiques sont profondes. Israël s'est en quelque sorte engagé pleinement à vaincre l'Iran,
sans pourtant atteindre ses objectifs. En même temps, il est déjà surchargé, confronté à des difficultés à Gaza et au Liban. Si l'Iran sort renforcé du conflit, cela représentera un échec stratégique majeur. Cela crée une pression interne en Israël, y compris le risque d'instabilité politique et de conflits domestiques. La guerre a aussi fortement endommagé les relations entre les États-Unis et Israël. Les éléments disponibles suggèrent de plus en plus que les dirigeants israéliens ont joué un rôle central en entraînant les États-Unis dans le conflit, en promettant une victoire rapide et décisive. Alors que la guerre se transforme en échec prolongé et coûteux, cette perception devient de plus en plus répandue. En même temps, Israël est perçu comme freinant les efforts en vue d'un cessez-le-feu, ce qui accentue encore les critiques. Le plan miracle devait être rapide, propre et historique. Maintenant, même l'équipe de vente semble allergique à la garantie. L'opinion publique aux États-Unis commence à évoluer. Quand le conflit finira par se stabiliser, l'attention se portera sur ses origines. Les schémas historiques laissent entendre qu'en situation de défaite, les sociétés examinent les causes de l'échec. Dans ce cas-ci, la conclusion pourrait être que les États-Unis ont été entraînés dans une guerre désastreuse sous l'influence d'Israël. Cela pourrait remodeler de façon importante la relation entre les deux pays. À l'intérieur d'Israël, les conséquences risquent d'être sévères. Les divisions politiques vont s'approfondir, avec des factions rivales qui s'attribueront la faute et débattront de la stratégie à venir. Le plus inquiétant, c'est la possibilité qu'Israël envisage sérieusement l'usage d'armes nucléaires. De son point de vue, l'Iran n'est pas seulement un adversaire, mais une menace existentielle. Si les moyens conventionnels ne suffisent pas à empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires, l'action nucléaire pourrait être vue comme la seule option restante. Cela crée un scénario profondément dangereux. Un État qui se perçoit comme menacé d'anéantissement et qui a démontré sa volonté de prendre des mesures extrêmes peut en venir à conclure qu'un usage nucléaire préventif est justifié. Cette possibilité, même si elle n'est pas inévitable, représente le point d'aboutissement de la trajectoire actuelle de l'escalade. Et voilà l'absurdité finale de ce style de politique, appeler chaque pari force, appeler chaque avertissement faiblesse, puis faire semblant d'être surpris quand la table prend feu. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'ont de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.